Plusieurs événements se sont déroulés après le scrutin du 20 décembre 2023. Déjà, les contestations vont de toutes parts. La coalition portée par Martin Fayoulou et Théodore Ngoy, Denis Mukwege projette une marche demain, mercredi 27 décembre 2023, pour demander la réorganisation des scrutins, des élections par un bureau de la CENI recomposé. Ils sont en train de dénoncer beaucoup de violations qui ont émaillé ce processus électoral. On va en parler dans cette émission. Beaucoup donc de failles, selon eux, qui entachent la crédibilité des résultats de ces élections. Autre actualité, c'est justement ce mot d'ordre que sont en train d'attendre les partisans d'Ensemble pour la République. Christian Mando, représentant d'Ensemble dans l'espace Katanga, a dit à tous les militants d'Ensemble pour la République d'attendre le mot d'ordre de Moïse Katumbi pour pouvoir agir. Les réactions vont de toutes parts. Mesdames et messieurs, violation de la loi, violation de la Constitution. On va en parler avec un chevronné de la loi, du droit, maître Oscar Amoubiaï, qui nous fait encore l'honneur, avec qui nous parlerons essentiellement droit. On va donc nous étendre sur ces questions qui sont pour le moment des questions cruciales. Maître Oscar, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes notre consultant maison. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Dan, c'est toujours également pour moi un plaisir et en même temps un devoir de répondre à votre invitation pour éclairer nos téléspectateurs et nos concitoyens pour un état de droit en marche. Maître Oscar Amoubiaï, légalement parlant du droit, les opposants demandent que ces élections soient annulées et qu'elles soient réorganisées par un bureau de la CENI recomposé. Du point de vue légal, est-ce que cela est faisable ou pas? Bien, écoutez, vous me demandez du point de vue légal, les opposants demandent, à qui ils demandent? Du point de vue légal... Alors, ils disent, en conséquence, nous appelons le peuple congolais. Le problème, ce n'est pas de dire. Le problème, c'est de dire qu'ils demandent, dans un état de droit, une demande est formulée devant un juge, qui est le seul et compétent d'y répondre. Maintenant, est-ce qu'ils ont introduit des requêtes? À ma connaissance, il n'y a que des requêtes qui avaient été introduites. Je vous avais déjà indiqué que c'était des requêtes rédigées par les juristes qui les sont devenus qu'au soir de leur vie. Et donc, pour dire que pas de bons juristes. Parce que on ne peut pas demander le report du scrutin qui n'a pas encore commencé par des individus, même s'ils sont candidats. La loi électorale définit la qualité de qui peut saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux électoral. Il faut en avoir la qualité. Première chose, le signataire de la requête pour demander les reports du scrutin auquel ils n'y croyaient pas, parce qu'ils étaient dans leur utopie, au lieu de pouvoir préparer les élections, ils étaient en train de ne pas croire comme ils étaient habitués. C'est dans leur droit de demander cela quand ils regardent ce qu'ils dénoncent comme irrégularité. N'ont-ils pas droit de demander l'annulation de ces élections et la réorganisation d'autres élections par un autre bureau? Je suis en train de vous démontrer que je vous avais dit ici à votre micro que la requête introduite par M. Fayoulou et Théodore Ngoy et consort, de Mukwege, c'était une requête qui a été rédigée dans une ignorance la plus totale du droit. Ils auraient dû, à leur niveau, s'adresser aux experts qui auraient pu leur dire que leur requête n'avait aucune chance de prospérer. Vous comprenez que nous sommes face à des complaisants. Vous ne pouvez pas être à ce niveau-là, au sommet de la société, où vous aspirez à devenir président de la République et vous introduisez des requêtes fantaisistes et manifestement non rédigées par les experts en droit. Parce que s'ils avaient consulté les experts, on aurait pu leur dire que leur requête n'avait aucune chance de prospérer. Là, c'est des requêtes qui avaient été introduites avant le scrutin. Je vous avais dit qu'il n'y avait aucune chance. Maintenant, il y a eu le scrutin.
auxquelles certains candidats dans leur rêverie ne croyaient pas et ils ont été surpris de voir que les élections ont eu lieu bel et bien. Parce qu'ils étaient habitués au glissement et dans la méthode de l'ancien système. Ils n'ont pas compris qu'avec M. Tshisekedi, qu'on appelle Fachi Béton, le système a déjà été déboulonné. Ils n'ont pas compris que nous sommes entrés dans l'état de droit qui est en marche. C'est pour cela, depuis un temps, j'ai mis en place une ONG qui parle de l'état de droit en marche. Réveillez-vous, l'état de droit est en marche. Avec Fachi Béton, depuis l'alternance. Maintenant, vous me parlez des irrégularités. C'est pas le Djalelo quand vous dites Fachi Béton, comme on dit, Djalelo. Bah non, moi je ne fais pas de Djalelo. Je vous avais déjà dit de m'inviter un peu quand vous m'invitez pour me dire que je fais... Non, vous me posez des questions, je vous y réponds de manière la plus objective que possible. Et depuis que je reviens ici chez vous, je vous réponds de manière objective parce que j'ai le devoir de l'intégrité morale à ma qualité d'avocat, de scientifique. Je suis lié à un code d'intégrité. Et donc, je ne peux pas avancer des choses scientifiques sur une complaisance. Donc, je ne fais pas de Djalelo. Je vous ai indiqué que de tous les candidats, parce que vous savez que nous sommes une ONG, donc une association sans but lucratif, et comme société civile, nous sommes astreints à une indépendance qui n'exclut pas que nous puissions formuler en tant que citoyens notre choix. Et je vous avais indiqué ici qu'après analyse et après avoir écouté tous les candidats, après leur validation par la Cour constitutionnelle, les candidats aux yeux de l'état de droit en marche qui paraissaient le mieux à porter les destins des citoyens sur ses épaules, c'était le candidat numéro 20. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison et vous êtes en train de suivre les scores qu'il est en train de réaliser. Sans pareil. Parlons des irrégularités. Parlons des irrégularités qui ont été dénoncées par ces candidats. Ils sont 5, 1, 2, 3, 4, 5 candidats. Ils disent « Un nombre significatif des bureaux de vote n'ont pas ouvert car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sous les listes, attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Au regard de ce tableau peint, est-ce que ça ne démontre pas que, selon eux, que ce fichier, que ces élections méritent d'être annulées? Vous savez, ça c'est l'écrit des mourants. Vous savez, quelqu'un avant de mourir, il a les soubresauts, il s'agite. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on peut considérer les soubresauts de mourants. Et en politique, on va dire que ça c'est le bruit des mauvais perdants qui s'agitent. Mais en démocratie. Ce constat est-il vrai ou n'est pas vrai, Maître Non, la question... Vous êtes responsable d'une structure de droits de l'homme. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dénonce ou faux? La question n'est pas en termes de véracité ou de fausseté. La question en contentieux électoral est en termes de savoir quelle est l'incidence de ces irrégularités-là sur les résultats. Vous avez suivi le président de la CENI, M. Kadima. Il dit qu'il a mis en place une commission. Et vous avez maintenant le porte-parole de l'ensemble, mon confrère Olivier, pour ne pas l'exciter, qui, omnibulé par la politique politicienne, surtout étant porte-parole d'un candidat qui y est beaucoup plus, pas un candidat d'un parti politique dit l'ensemble, mais qui est beaucoup plus un employeur. Vous savez que c'est le seul parti au Congo ou au monde qui rémunère ses membres, qui sont beaucoup plus comme des employés. Et donc, c'est pour cela qu'il s'écarte. Comment vous savez cette information? Ben, eux-mêmes le disent. Hein. Ils sont payés par Moïse Katumbi. Ben, si Moïse Katumbi n'a pas l'argent, est-ce que vous pensez qu'il pouvait avoir même
un membre qui le suit. C'est quand même assez grave. Mais eux me disent que, et même c'est eux qui le disent, quand ils parlent de Moïse Katumbi comme critère pour ses mérites, c'est de dire qu'il a l'argent. Il est milliardaire. Mais on ne vient pas en politique parce qu'on est milliardaire. On vient en politique pour un idéal. Et il y a des choses que l'on n'achète pas avec l'argent. C'est ce que les autres là n'ont pas compris. Et donc pour être sûr... Il faut démontrer qu'ils payent vraiment tous ces membres de parti. Demander les membres, ils disent qu'ils sont bien payés. Et même reconnaissent qu'ils sont bien payés. Celui qui le dit, c'est Francis Kalombe qui le dit si bien. Il dit, bon, il a acheté de sa poche une voiture à son directeur de cabinet. Et les autres disent qu'ils nous paient des jets privés. Même vos collègues journalistes engagés, ils disent qu'ils ne nous respectent pas parce qu'ils nous prennent des jets privés. Mais s'ils n'avaient pas ça, en politique, on vient avec l'idéal. Vous savez, quand François Hollande a commencé la campagne, il y a un livre, Les 10 chrétiens. Il a commencé avec au moins 10 personnes qui étaient chauffeurs. Il y avait des sacrifices. Vous comprenez, on fait des sacrifices pour accompagner les gens. Aujourd'hui, 30 ans après, vous avez Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir, mais à l'UDPS, ce n'était pas un problème d'argent pour donner aux membres. C'est parce qu'ils croyaient en idéal. Et ils sont battus plus de 30 ans, ils arrivent au pouvoir. Mais vous n'avez pas de candidat qui, hier, il occasionnent de faux pénaltys. Et aujourd'hui, ils tentent d'en marquer avec les mêmes joueurs. Ça ne va pas passer. Donc, pour revenir à votre question, moi, je ne fais pas la politique politicienne. Mais la question électorale est une question essentiellement politique. Et vous ne pouvez pas analyser cette question sur le plan des droits, les droits constitutionnels, les droits électoraux, c'est un droit essentiellement politique. Et quand vous l'analysez, en politique, on parle de l'équation personnelle. Ça voudrait dire que le système peut être influencé par la personne. C'est comme ça, vous avez les grands hommes. Vous avez, en France, on vous a parlé du général de Gaulle, qui a révolutionné, qui a mis en place un système. Vous avez aux États-Unis, et aujourd'hui, vous avez au Congo, un grand homme qui est M. Tshisekedi, qui révolutionne les choses au plan institutionnel. Et donc, nous devons prendre en compte de cette équation personnelle et pour analyser les choses. C'est pour ça, en mettant sur balance, je suis en train de vous démontrer que les signataires de la déclaration sont des politiciens qui s'agitent. Parce que vous me parlez de mon confrère Olivier Diakese, Hervé, oui, qui devrait savoir que, en tant qu'avocat, il allait conseiller à ces politiciens pour dire la belle manière pour contester un scrutin, c'est saisir la Cour constitutionnelle quand l'élection, le résultat sera proclamé. Or, là, on n'a pas encore proclamé les résultats. Il commence à faire les déclarations qu'il s'agit du chaos, qu'il s'agit de ceci, de cela, des irrégularités. Et donc, pour répondre à votre question, la question des irrégularités, les irrégularités peuvent être établies, peuvent être vraies. Mais la question est, est-ce que, puisqu'il y a eu irrégularité, cela doit-il entraîner l'annulation du scrutin? À ce moment-là, je vous répondrai que non. Non, pourquoi? Parce que la loi électorale, d'abord, question des irrégularités, même dans les pays des vieilles démocraties, il y a des élections qui sont entachées d'irrégularités. Nous prenons le cas des grands pays de démocratie, vous avez la France. Et quand les irrégularités deviennent la norme dans une élection, doit-on considérer... Comment ça devient la norme? Ça veut dire qu'une irrégularité doit être peut-être un cas isolé. Mais alors pour vous... Si ce n'est pas un cas isolé, par exemple, ça devient un cas donc pour vous, général, presque... c'est devenu général. Un peu dans tous les bureaux de vote, dans donc tous les pour centres vous, dans tous les bureaux de vote, il y a eu de... Pour vous, dans tous les bureaux de vote, il y a eu des irrégularités. Non, c'est une question que je pose. Ben, au cas où il y a irrégularité, qui va au-delà des 50, 60, 70%? Non, la question n'est pas au-delà des pourcentages. Qui va calculer ce pourcentage? La question, il faut, quand vous me demandez en tant que juriste, et s'ils ont des juristes, je vous ai toujours dit, appelez leurs juristes, qu'ils viennent appeler mon confrère
Diakès qu'ils viennent. C'est bon de passer à la télévision et faire des déclarations savantes. Mais il faut faire les débats. En démocratie, c'est les débats. La loi électorale ne parle pas de pourcentage des irrégularités. La loi électorale ne parle pas des irrégularités graves. Ça, c'est un mot journalistique ou sociologique. Ce n'est pas un mot juridique. En loi électorale, on parle d'irrégularités pas graves, mais les irrégularités ayant une incidence significative sur les résultats. À partir de là, les juges peuvent annuler le scrutin. Les juges constitutionnels. Les juges constitutionnels. Seulement. Seul compétent en matière d'élection présidentielle et législative, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y en a pas d'autres. Et pour d'autres types d'élections, c'est d'autres juridictions administratives. Mais au cas où cette Cour n'inspire pas confiance, quelle est l'unique voie qui reste pour... Monsieur, vous cherchez les sexes des anges. Si la Cour ne vous inspire pas confiance, il faut aller chercher votre monde. Vous vivez il faut aller peut-être sur planète Mars. Si la Cour ne vous inspire pas confiance. Bon, la Cour inspire confiance quand il valide Katumbi comme candidat, là la Cour est bonne. Maintenant, quand Katumbi va aux élections, il échoue, la Cour n'inspire pas confiance. Soyons logiques. Là, c'est la question que je pose. Mais je vous y réponds. Dans une démocratie, on peut réfuter. La confiance, la confiance est un problème d'éducation. D'abord, parce que les juges est une institution et vous avez l'obligation et le devoir de faire confiance aux institutions. C'est une obligation. C'est une obligation citoyenne. Si vous ne croyez pas dans les institutions, le problème, ce n'est pas de croire aux hommes ou aux femmes. On n'a pas besoin de croire aux hommes ou aux femmes. Encore faudra-t-il dire que les gens comme de Fayoulou ou de Katumbi, même si, bon, malheureusement, son père, il est juif, et je ne crois pas en Israël, lui-même l'a dit, hein. En Israël, Katumbi n'a pas vu de spectacle comme ça. Et c'est pour autant dire qu'en Israël, il n'y a pas d'irrégularités qu'on déplore, mais on les déplore de manière citoyenne. On ne va pas dire, appliquer l'article 64 encore qu'il l'ait dit dans un langage que je ne sais pas imiter. Donc, on ne va pas appeler aux gens à se mettre dans la rue. Voyez-vous, vous avez eu le problème aux États-Unis où Hillary Clinton a estimé que la Russie avait eu une influence significative dans le processus électoral. Vous avez en France où on a reproché l'influence russe. Vous savez que c'est le problème de la démocratie occidentale aujourd'hui, où la Russie, par les systèmes d'attaque informatique, tente d'influer dans le système électoral. Mais on ne crie pas à l'annulation de scrutin. Vous avez les expressions en matière des irrégularités, de fraude électorale, on parle de bourrage des urnes, on parle de fraude à la chaussette. Toutes ces histoires-là, ce n'est pas le Congo qui les invente. Ce sont des choses connues, vécues dans des pays de grandes démocraties. Mais au final, comment dans ce pays-là, les candidats se comportent? Quand il y a proclamation de résultats, on cesse d'être candidat. On devient homme d'État. C'est pour cela, malgré le fort qu'on a pu entreprendre. Même si on n'a pas confiance en ces résultats-là. Mais quand on est homme d'État, on a confiance aux institutions. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un problème d'hommes et de femmes. Encore faudra-t-il dire que j'étais en train de vous dire que même si on mettait le papa de Katumbi comme président de la CEDI et sa mère comme présidente de la Cour constitutionnelle, s'il échoue, il va dire prenez les armes. Pareil pour Fayoulou. Même si on met leurs parents. Parce que ce sont des gens qui ont un problème d'accepter les résultats et donc qui ne sont pas fair play et ils ne croient aux résultats que quand eux-mêmes ont gagné. À partir de là, il y a un problème de l'ordre psychologique, de l'ordre éducatif et de l'ordre
de l'absence d'éthique exigée en politique. En politique, il faut savoir perdre, savoir accepter l'échec. Mais quand on n'est pas encore en mesure d'accepter l'échec, donc on n'est pas homme d'État, on est encore poussé par les instincts bas ou, comme vous voyez, à l'époque où dans beaucoup d'équipes de jeunes en Afrique, quand il y a un match de football, ça se solde par la bagarre. Mais ailleurs, avec la civilisation, même si il y a eu une erreur d'arbitrage, il n'y a pas la bagarre qui s'ensuit. Mais l'article 64 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. On s'arrête là. Remontez, vous êtes en train de lire la Constitution. Article 64 de la Constitution. Oui, vous lisez donc la Constitution, à son article 64. Mais avant de lire l'article 64, qui vous parle d'un article, il faut lire cet article-là de manière combinée. C'est pour ça que je vous parle de juristes vrais, pas des juristes qui vous lisent comme ça un article isolé et qui sont devenus juristes au soir de leur vie, comme les juristes qui conseillent l'ensemble. Eux veulent déjà... Non, mais attendez, est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Ces résultats Est-ce que je peux vous répondre? Ils veulent appliquer l'article 64 de la Constitution. Est-ce que je peux vous répondre? Pour faire mais pour lire l'article 64 que vous venez de lire, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il faut monter à l'exposé des motifs. Il faut remonter au préambule. Quand vous prenez l'exposé des motifs qui vous donne l'esprit dont découlent ces dispositions-là, là vous êtes dans le domaine où c'est ma spécialité en tant que publiciste. Et donc, ces choses-là que vous dites là, vous les dites en ayant essayé d'adapter nos textes en imitant les pays d'où vient la démocratie. Et ces choses-là, nous sommes allés les étudier chez ces blancs-là, comme les musulmans qui y allaient à la Mecque. Mais quand je vous dis ces choses-là... C'est noir sur blanc que... Monsieur Dan, est-ce que je peux vous répondre? Ce n'est pas noir sur blanc. Vous avez lu pour aller vite avec vous. Parce que vous dites c'est noir sur blanc. Vous dites toute personne qui exerce les pouvoirs... En violation de la loi. Non, pas avant d'aller en violation de la loi. Par force. Il y a 2 critères pour pouvoir faire recours à l'article 64 que l'on appelle la légitime défense constitutionnelle. Ça voudrait dire que sortant de la dictature où l'on prenait le pouvoir par force, on a voulu que le peuple résiste à la prise de pouvoir par force. Et c'est pour ça qu'on dit toute personne qui prend le pouvoir par force. C'est ça. Est-ce qui a pris le pouvoir par force? Personne. Pourquoi on va appliquer l'article 64? Parce que l'article 64 est soumis à 2 conditions. La personne qui prend le pouvoir de force. Est-ce qu'il y a eu pouvoir de force? Mais ils disent que la CENI a triché au profit d'un candidat. Mais ils disent ça, pour eux, c'est une prise de pouvoir par la force. Mais tout le monde peut être atteint par la folie. Non, quand vous dites la folie... Mais la folie, c'est quoi? Nous sommes dans une société. La société, c'est la loi de la majorité. Si vous voyez quelqu'un qui marche nu, il est fou ou pas? Alors, quand vous avez la majorité, et vous êtes seul en tant qu'individu, vous appuyant sur vos désirs et vos instincts, et accompagné dans la folie des grandeurs de la richesse. Et vous vous dites que vous refusez tout ce qu'un peuple a dit. Il ne faut pas qu'on traiter des gens de fous, mais Oscar Mondiaï. Mais, monsieur, un peu d'élégance. Je suis élégant. Je vous démontre. Je suis élégant, je vous démontre. J'ai dit ceci, et je répète. Quand vous suivez votre passion, vos instincts bas, ils sont bas parce qu'ils sont individuels pour satisfaire votre désir personnel au détriment de l'intérêt général. Quand vous suivez cet instinct-là, omnibulé et accompagné dans une folie de grandeur, parce que vous savez que l'argent amène aussi une folie de grandeur. Fort de votre argent, vous croyez que tout vous est permis. Et vous voulez maintenant aller contre la volonté du peuple. Pourquoi vous n'allez pas dans le fond? Dans Mais je suis dans le fond.
Mais, M. Dan... Quand eux disent qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et que le pouvoir est en train d'être pris par la force avec la complicité de la CENI, donc nous devons appliquer l'article 64. Écoutez. C'est ça le fond de la question. Écoutez, c'est ça le fond de la question. Oui. Pour que vous compreniez vous-même et que vos téléspectateurs comprennent, vous m'appelez comme expert. Et donc, je dois éclairer l'opinion. Oui. Quand vous parlez des élections, toute élection conduit à un conflit qu'on appelle contentieux. Et ce contentieux, dans un monde civilisé, se résout par les mécanismes prévus par la loi. Dans un monde de barbares, ça se résout par la force, on prend les armes, on fait la rébellion. Maintenant, l'État congolais, depuis la Constitution du 18 février 2006, on a levé l'option d'entrer dans le monde civilisé. Pour dire ceci, que c'est pour ça que je vous renvoyais à l'exposé des motifs. On dit que désormais, le seul mode de l'exercice de pouvoir, c'est le mode électoral. Et le mode électoral, c'est quoi? C'est les élections que nous venons d'effectuer. Maintenant, une personne qui est issue des élections, c'est la seule personne que l'on considère légale et légitime, pouvant incarner le pouvoir. Maintenant, vous, en tant qu'individu, vous dites non à la volonté du peuple parce que vous estimez que vous avez le coût de billets d'argent. Mais il montre qu'il y a eu irrégularité qui entache ce processus. Alors, dans le contentieux électoral, vous avez 3 types de contentieux. Encore faudra-t-il dire, sortant de la dictature, nous n'avons pas connu ce qu'on appelle contentieux électoral. Notre pays est relativement jeune, de sorte que le contentieux électoral ou électoral commence avec la Constitution de 2006. Et nous sommes au 4e cycle électoral, pendant que dans des pays comme États-Unis, France, on est déjà dans les cycles électoraux depuis les siècles. Donc nous sommes une jeune démocratie. Ce qui entraîne que nous devons accompagner cette jeune démocratie, ce qui explique l'ONG mise en place par nous, État de droit en marche. Comme tout enfant qui naît, il apprend à marcher. C'est comme ça aussi les institutions. Et quand on apprend à marcher, on titube, on tombe, on se relève et on marche. Et on finit par courir et on finit par atteindre ce qu'on appelle la vitesse de croisière, s'il faut prendre le langage aéronautique des avions. Et donc, quand vous prenez maintenant notre jeune démocratie et notre cycle électoral, la loi électorale, ce n'est pas ce qu'on lit dans les petits livres ou bien on va lire. Non, les juristes congolais, avec tout respect que j'ai pour eux, c'est qu'ils n'ont pas étudié ces histoires qui sont venues au Congo que très récemment. Donc, tout juriste n'est pas spécialiste de ça. Et conséquence, on en arrive à des interprétations erronées. Quand vous parlez de contentieux électoral, vous avez 3 types de contentieux. Vous avez le contentieux de liste. Vous savez, quand on fait la liste de partis politiques ou groupements politiques, la liste pour déposer à la CENI. Si ça entraîne un conflit parce que tel parti politique a pris le même nom qu'un autre, vous savez que nous sommes un pays de multiplication de partis politiques. À la base, on voulait limiter les partis politiques, le multipartisme à 3. Mais aujourd'hui, nous sommes à 900 partis politiques. Donc, si nous avons des industries qui progressent mieux, c'est les partis politiques. Et donc, vous pouvez avoir des partis politiques qui se dédoublent et qui portent les mêmes noms. À ce moment-là, ça entraîne dans le processus... Avant que vous alliez au deuxième type de conflit, M. Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, dit que la marche projetée par l'opposition n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'elle viole la loi qui prévoit que les contestations se font après la publication des résultats.
j'y arrive, c'est pour ça que je vais remonter pour que les gens comprennent. Deuxième type, vous voyez que nous avons dépassé cette phase de contentieux des listes. Après contestation des listes vient la contestation des candidatures. Nous avons dépassé cette phase-là. Et dans toutes ces phases-là, vous ne pouvez pas aller saisir la Cour constitutionnelle en dehors du cycle. À ce moment-là, on ne vous comprendra pas. Vous êtes hors rythme, vous êtes hors direction, vous êtes donc ce qu'on dit à côté de la plaque, vous êtes à l'ouest. Vous êtes en dehors, donc au lieu d'aller, vous êtes entré de la Massine, mais vous roulez vers Kitambo. C'est comme ça que nos pasteurs, qui se croient juristes, et je vous ai dit qu'il ne l'est pas, en tout cas. Il est aussi professeur. Non, il est juriste au soir de sa vie. Il est professeur aussi. Non, mais ici maintenant, tout le monde devient professeur, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'être bon. Et quand on est bon, on a un cursus pour comprendre ces choses. Mais quand on vient au soir de la vie, on mélange, et surtout qu'on paye soi-même les transports à son jury qui organise la thèse, ça pose problème. Je n'ai rien contre. Mais ça sont des choses, des antivaleurs auxquelles il faut mettre fin. Il ne faut pas, parce qu'on est devenu ministre, on est devenu, je ne sais pas avec quel argent, on n'achète pas des diplômes. Il faut arrêter ça. Donc vous avez des gens qui composent les jurys, comme M. Matata. Pourquoi vous accusez des gens d'acheter des diplômes? Non, mais vous avez des gens comme M. Matata là. Vous savez que... C'est un docteur. Vous savez que le directeur le président de son jury de thèse, le professeur Mabilé au vivant, il a refusé parce qu'il a trouvé que ce n'était pas aux normes. Donc vous avez des choses, c'est pour ça que je vous dis comme un go, moi je l'ai connu, il était défenseur judiciaire. Et puis après, bon, maintenant il est devenu professeur. Tant mieux. Mais il ne s'est pas interdit d'étudier, il a étudié. Mais là n'est pas la question. Où est le problème? Le problème est que... Et puis il enseigne le droit à l'université. Je ne fais pas les débats. Alors, ça c'est intoxiquer nos enfants. Des gens comme ça, il faut les chasser de l'université. Le problème était quoi? Le problème était de vous dire ceci. Comme vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas initier un article que vous savez délibérément n'est pas apporter l'information utile à l'opinion. Parce que vous, en tant que juriste, vous collectez l'information, vous le traitez et vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Mais si vous dites n'importe quoi, vous n'êtes plus journaliste, même si vous emportez les titres. Donc un juriste ne peut pas aller devant la Cour constitutionnelle, introduire une requête dont il sait manifestement qu'elle est fausse et erronée et qu'elle n'ira nulle part. C'est ce que je suis en train de vous dire, je ne fais pas le débat d'hommes. C'est pour ça que j'ai dit que des types comme Théodore Ngoï devraient savoir qu'on ne peut pas aller saisir la Cour constitutionnelle à ce niveau-là dans une complaisance. Mais maintenant, est-ce qu'il l'a fait par ignorance ou il l'a fait délibérément? S'il l'a fait par ignorance, c'est en cela que je dis qu'il est devenu juriste au soir de sa vie, parce qu'il aurait dû comprendre et connaître. Et l'ignorance caractérisée du droit était motif d'exclusion à la barre. Bon, nous pensons que, soit il l'a fait pour se moquer du peuple et perdre le temps à l'opinion. À ce moment-là, je pense qu'il l'a fait par ignorance et qu'il n'est pas plaisantin pour pouvoir aller saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que M. Peter Kazadi n'est-il pas en train... Bon, maintenant, si vous me laissez progresser, j'arrive à qu'on aille méthodiquement. Et donc, vous comprenez que je vous avais dit que ces requêtes-là n'auront aucune issue et que les élections auront lieu. Nous avons passé les stades de contentieux. On ne peut pas introduire un contentieux hors contexte. Maintenant, nous avons un contentieux. J'ai dit contentieux des listes, contentieux des candidatures. Et nous avons maintenant le contentieux du résultat ou d'annulation du scrutin. C'est-à-dire que quand on programme les élections, on peut maintenant saisir la Cour constitutionnelle par les candidats malheureux qui estiment qu'ils avaient gagné et que la CENI ne les a pas proclamés. Ça, c'est le contentieux du résultat. Ou alors ils estiment que le scrutin a été entaché d'irrégularité et qu'il faille que la Cour constitutionnelle annule le scrutin. C'est ce qu'on appelle le contentieux du scrutin. Mais là, la seule condition, c'est la publication provisoire des résultats. J'y arrive maintenant. J'arrive maintenant à votre question par rapport à la position de Peter Kazadi, qui par ailleurs est un juriste, que je pense au regard de ce qu'il dit. Moi, je juge les gens par rapport à ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit là, vous voyez que ce n'est pas un juriste qui est devenu juriste au soir de sa vie. C'est un vrai juriste.
Parce que maintenant, vous ne pouvez pas mettre la charrue devant le bœuf. Si on est sérieux, on attend que la CENI programme le résultat et qu'on puisse maintenant aller à la Cour constitutionnelle pour saisir la Cour constitutionnelle en annulation du scrutin et invoquer toutes les irrégularités. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez compris dans quel sens Peter Kazadi a dit? S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. la même loi... Est-ce que vous avez compris maintenant dans quel sens votre question maintenant? J'ai compris. Parce qu'il ne faut pas me poser des questions où je dois vous répondre comme un mécanicien 1 plus 1 égale 2. Non. Vous avez compris maintenant pourquoi Peter Kazadi a dit que la marche est inopportune, en conséquence illégale. Mais expliquez-nous maintenant du point de vue légal, puisque vous êtes professionnel du droit, Maître Oscar Mobiaye. La même loi donne la possibilité à tout Congolais de manifester pacifiquement. Comment on peut interdire justement un Congolais de manifester pacifiquement? Pourquoi? Quel est l'objet de la marche? Vous allez faire une marche immorale. Vous dites que je suis en train de marcher pour qu'on libéralise la prostitution. Est-ce qu'on vous laisse marcher? Je suis en train de réclamer que monsieur le gouverneur de la ville, je crois, monsieur Ngobila, puisse m'autoriser à marcher pour nous donner la possibilité de nous promener nus dans la rue. On autorise la marche? Là, il faut prouver maintenant aux Congolais, il faut démontrer aux Congolais que voici les conditions où cette loi doit s'appliquer, ou au moment où la condition où elle ne doit pas s'appliquer. Mais c'est à ce moment-là que vous devenez beaucoup plus clair. Mais je suis plus clair. Oui, maintenant, à quelles conditions les Congolais, à quelles conditions on peut laisser les gens manifester pacifiquement? Mais les gens manifestent pacifiquement pour revendiquer leurs droits. Oui. Et on ne peut revendiquer son droit que quand il a été violé. Et dans les cas d'espèce, on ne peut considérer qu'il y a violation des droits du scrutin que quand on suit la voie légale qui est devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que quand vous parlez de marche, votre marche est votre droit de marcher parce qu'un droit s'arrête là où l'autre commence. Votre droit de marcher s'arrête là où commence l'ordre public. Vous ne pouvez pas avoir une revendication de marcher en troublant l'ordre public sur des revendications qui ne reposent sur rien. Nous sommes pendant la phase électorale. C'est la phase où il y a des passions, où il y a des tensions. Et où on demande à tout le monde qu'après qu'on ait voté, on doit attendre qu'il y ait proclamation des résultats. Donc vous sortez là comme un joueur au cours du match, l'arbitre n'a pas sifflé, vous prenez le ballon, vous mettez sous votre épaule, vous dites le match est fini. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes fou ou vous êtes normal? Voyez-vous un joueur, non? Les candidats sont des joueurs. Pendant un plein match, l'arbitre n'a pas encore sifflé à la fin du match, il prend le ballon, il le tient, il dit non, ce match-là ne me convient pas. C'est quand même assez fort ce que vous dites parce que vous traitez, il y a Martin Fayoulou, quelqu'un qui a une grande expérience en gestion, en management, Dr Denis Mukwege. Il est prix Nobel de la paix. Monsieur Kim Alilo aussi, ce sont des gens cultivés. Floribert Anzuluni, Théodore Ngoy, professeur d'université. Vous pensez que ces gens n'ont pas réfléchi avant de poser cet acte? Donc pour vous, ceux qui réfléchissent devraient avoir quelle casquette, selon vous? Casquette avant que je vous n'y réponde, votre question était de l'article 64. Oui. Et je vous ai dit que l'article 64 ne peut être enclenché, mis en œuvre, que sous deux conditions. Pour une personne qui exerce le pouvoir par force, ou pour une personne qui tente d'exercer le pouvoir par force. N'est-ce pas? Alors, ou qui tente de le conserver par force. Pour la première fois de l'histoire du Congo, nous avons un président de la République, ça c'est à son actif. Et dans les annales de l'histoire du Congo, on retiendra que M. Tshisekedi a fait preuve d'un homme d'État. Il n'a pas cherché les glissements, terme qu'on a maintenant chassé de notre dictionnaire politique, qui avait été mis en place par les systèmes anciens. Vous savez que ces glissements, c'était devenu un terme qu'on pouvait enseigner à nos enfants à l'université en droit constitutionnel, glissement. N'est-ce pas?
Maintenant, quand on dit que Tshisekedi est en train de changer le système, et vous n'y croyez pas, et que je suis en train de vous le dire, vous dites Djalel. Mais avec Tshisekedi désormais, le président qui viendra ne pourra pas utiliser ce qu'on appelle le glissement, parce que désormais, on respecte les délais constitutionnels. C'est pour ça que vous appelez Fachi Béton. Ben, on l'appelle Fachi Béton parce qu'il a déboulonné le système. Et je vous donne l'exemple, on était habitué au glissement. C'est comme ça que les gens que vous citez, ayant été habitués au système de la Kabylie, croyaient que Fachi va faire comme Kabila pour glisser. Et je vous dis que je suis avocat de la société qui a été sous-traitant de l'entreprise qui a organisé les élections pour le cycle 2018 Gemalto. Où Nang a détourné l'argent, les types là qu'on écoute là. Vous savez que c'est quelqu'un qui a détourné l'argent du contribuable congolais d'une société qu'on appelle Citele. Il a pris l'argent, il a détourné. Donc c'est un voleur de la République. Mais il trouve les micros ailleurs par rapport aux ennemis de la République. Et donc, je vous dis ce que je connais et je connais ce que j'ai dit. Mais le combat vient et donc, pour vous dire ceci, les termes glissement qui avaient été organisés par le système Kabylie, parce que je vous rappelle que nous, en ayant organisé ces élections-là de 2018, les élections pouvaient être organisées dans un délai de 3 mois. On avait fait les tests à Maluku pour l'enrôlement. Mais avec le système de Kabylie, avec Nanga, au lieu de 3 mois, il a dit, mettez ça 9 mois. J'ai les dossiers. Donc, ce n'est pas ça le débat. C'est pour vous dire seulement que les glissements avec Fachi, ça n'existe plus. Donc, c'est un mot qu'on a sorti de notre dictionnaire politique, un mot malheureux. Alors, maintenant, nous arrivons à que les élections se sont tenues dans les délais constitutionnels. Et nous interrogeons la Constitution, l'article 64 que vous m'avez cité, à tort, parce que vanté par les gens que vous dites qu'ils ont des diplômes. Moi, je ne viens pas ici pour parler de diplômes. Vous savez, les diplômes, c'est les mythes nous amenés par les Occidentaux. On vient ici pour parler des connaissances. Résultat des élections. Non, on vient pour parler des connaissances. Et que vous pouvez vous exprimer en démontrant que vous connaissez. Maintenant, vous me dites que Martin Fayoulou, et il a dit ça dans sa campagne, mais il était mal conseillé, c'est pour ça qu'il échoue. Comment quelqu'un dit que parce qu'il a géré une entreprise, en plus, une entreprise de multinationales, devenue aujourd'hui Kobil, pour le pétrole. Donc, vous pensez que la bonne entreprise, ce n'est pas vous qui l'avez créée. Et parce que vous avez été directeur d'une entreprise. C'est pas n'importe qui peut gérer une entreprise comme ça. Non, mais vous faites. Une multinationale, un Congolais. C'est pas n'importe qui. Il sait quoi une multinationale, un Congolais, n'importe qui. Vous pensez qu'un Congolais n'a pas de capacité de gérer une multinationale? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, vous je dis que ce n'est pas n'importe quel. C'est quoi une multinationale? C'est pas n'importe quel Congolais. C'est quoi une multinationale? Une entreprise totale de France. Est-ce une multinationale? C'est quoi? Bon, quand un Congolais crée une entreprise ici, vous appelez ça multinationale. Ça, c'est le mental de décoloniser. Et vous devez sortir de cette mentalité-là de coloniser. Donc, Fayoulou qui arrive en France, où il étudie, et qui parle avec le français, s'il vous plaît, il parle le français mélangé à l'anglais pour éblouir les gens. Pour rien, alors qu'il oublie de parler sa langue maternelle. Non, Fayoulou quand même un parcours académique. Non, le parcours, c'est quoi? Expérience quand même professionnelle, arrêtez ces qui est avérée. Là, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Monsieur, c'est pas un débat. Fayoulou a un parcours respectable, que tout le monde reconnaît. C'est quoi les parcours? Qu'est-ce que vous appelez parcours? Mais vous pouvez poursuivre. Alors, je vais vous dire ceci. Parce que vous avez semblé me montrer qu'il faut des diplômes. Non, vous allez me faire mal comprendre chez nos concitoyens. Moi, je suis en train de prêcher la décolonisation mentale pour avoir été dans la société de ces mêmes blancs, au sommet de leur société. Vous me présentez ici comme avocat en France. Donc ça veut dire que je suis arrivé chez eux, j'y ai étudié et je suis arrivé au sommet. Et j'ai compris qu'ils nous ont colonisés en nous trompant. Et c'est pour ça qu'il faut décoloniser la mentalité. Et donc, comme Fayoulou a encore un esprit colonisé, il vient vous dire quoi? C'est votre point de vue. Je parle de mon point de vue. C'est votre point de vue. Alors, allez-y. Laissez exprimer mon point de vue. Allez-y. Et ce point de vue est établi.
Quand vous avez quelqu'un qui veut être candidat aux élections présidentielles, C'est subjectif. Ouais. ok, et qui s'exprime sans tenir compte d'éléments culturels, il est décolonisé. Parce qu'il pense dans sa tête que quand il parle français ou quand il parle anglais, ça vaut mieux que sa langue maternelle qu'il ne parle pas. Vous l'avez déjà entendu parler de sa langue maternelle? Là, c'est un homme acculturé. Et quand vous prenez Cheikh Anta Diop, Un peu d'élégance, mais non, acculturé c'est quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Acculturé c'est être déconnecté de sa culture. S'il vous plaît, un peu. Bon, maintenant j'y reviens. C'est vous qui citez les gens. Un peu Vous m'avez dit. un peu d'élégance envers Bon, monsieur je suis Martin élégant. Fayoulou, monsieur. Non, mais c'est vous. Le prix Nobel de la paix. Bon, ne me faites c'est des pas. gens Bon. qui sont respectables. Encore un autre. Très Encore un. respectable. Très Encore. respectable. Bon, écoutez, moi je ne manque pas du respect à ces gens. Mais je suis en train de dire qu'ils arrêtent de venir éblouir notre population. Je ne conçois pas qu'on puisse prétendre devenir chef de l'État. Quand on s'exprime, on n'a aucun mot dans sa langue maternelle et on ne connaît pas sa langue maternelle. Qu'est-ce qu'il enseigne à ses enfants? Moi, j'ai mes enfants, je leur dis, vous devez connaître votre langue, même si vous n'avez jamais été au pays. Tous ceux qui sont nés en France, ils sont français. D'accord? Mais je leur dis, quand tu arrives, ils te disent, bonjour, tonton, il va te parler en lingala. Mais vous, c'est ça ce que j'ai dit, être colonisé mental. Bon, maintenant, vous me parlez du deuxième. Non, maintenant, j'étais en train de vous dire, parce que nous sommes pendant la période électorale, et on est en train de proclamer les résultats, et nous sommes en train de dire que, finalement, que les gens ne puissent pas considérer que les résultats ont été biaisés. C'est comme ça que je vous démontre qu'une personne qui a confondu la gestion d'une entreprise à un pays ne pouvait pas gagner les élections honnêtement. Une personne qui a confondu que la polyclinique qu'il a dirigée sur des causes sensibles pour laquelle la cause en question, il a eu le prix Nobel. Il va croire que la notoriété qu'il a eue de l'extérieur pouvait faire de lui président. De là, j'analyse en vous disant que ces gens-là, s'ils échouent aux élections aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont trompés de casting. C'est ce que je vous dis. Maintenant, vous m'avez posé la question pour me résumer et n'être pas mal compris. Pour devenir le président, ce n'est pas question de diplôme. Vous prenez M. Debré, qui a été président de la Cour constitutionnelle qu'on appelle Conseil constitutionnel en France, qui a été président de l'Assemblée nationale en France. Il n'a jamais eu le diplôme d'État. Mais c'est un scientifique avéré, mais il n'a pas eu de diplôme d'État. Donc ce n'est pas le mythe des diplômes. C'est ce que j'étais en train de vous répondre. Maintenant, vous m'avez posé une question et je vous y réponds clairement et objectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, les irrégularités avérées ou non avérées peuvent-elles conduire... Vous voyez le mal qui est dans ceux dans l'opposition. Au sein de la majorité, tout est sain, tout est parfait. Est-ce que moi je parle de la majorité ici? La majorité au pouvoir. Mais est-ce qu'il y a un problème de majorité au pouvoir ici? Vous parlez du candidat... Il n'y a pas un problème entre opposition... Du candidat du pouvoir. Mais le candidat du pouvoir est en train de gagner et les candidats de l'opposition crient à la tricherie. Je démontre que leur capacité ne permettait pas qu'ils gagnent. Et je démontre qu'il n'y a pas eu de tricherie. Au moins cette fois-ci, on est en train de publier bureau de vote par bureau de vote. Et ils vous disent maintenant qu'il y a eu des irrégularités. Je vous réponds en juriste en vous disant qu'ils attendent, n'est-ce pas, qu'on proclame les résultats et que dans un monde civilisé, qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle. Et quand bien même la Cour constitutionnelle sera saisie, les irrégularités, même s'ils sont vrais, n'entraînent pas automatiquement annulation du scrutin. Ça ne peut entraîner l'annulation du scrutin que si ça a eu une signification, une incidence significative sur le résultat. Maintenant, je suis en train de suivre la promotion des résultats. Là où Tshisekedi est à 80%, le deuxième, son Sélangère Katombi, est à 16%. Fayoulou, n'en parlons pas. Mukwege, n'en parlons pas. Ils sont à 1%. Maintenant, quand il y aurait eu des irrégularités, le juge constitutionnel va mettre en balance en disant, à supposer que ces irrégularités, même si elles sont vraies, si on les prend en considération, et ces irrégularités peuvent-elles entraîner l'annulation du scrutin? On regarde Tshisekedi 80%, toi 2%. Prenons maintenant les bureaux de vote où vous dites qu'il y a eu irrégularité. On vous donne tous les pourcentages. Vous arrivez à moins de 10%. Est-ce que ça a une incidence sur les résultats? La réponse, non. C'est là que j'ai dit que la loi électorale dit que pour qu'il y ait annulation du scrutin, il faut que cette irrégularité-là, même si elle est vraie,
puisse avoir une incidence significative sur les résultats. Au vu des résultats qu'on est en train de compiler et l'écart qui est en train de se creuser, je dis que les irrégularités là ne pourront jamais avoir une incidence sur le scrutin parce que même si on donnait aux uns et aux autres 3, 4 bureaux de vote avec 100%, ils ne pourront jamais atteindre M. Tshisekedi. Et enfin, si vous me permettez une seconde, et enfin, vous savez que Mme Colette Bragman, la Belge, a souvent été critique contre les tenants de pouvoir. Elle a observé les élections. Vous avez suivi sa réponse que le scrutin s'est déroulé régulièrement malgré quelques irrégularités constatées ici et là. D'accord. Moi, État de droit en marche, je vous dis, le scrutin s'est déroulé régulièrement et je vous réponds en vous disant quelques irrégularités constatées par ici, par là, ne peuvent pas avoir une incidence pour annulation du scrutin. Et en conséquence, il n'y a pas lieu à l'article 64 parce que l'article 64 n'est appliqué que quand on exerce le pouvoir par force. Or, la meilleure façon d'exercer le pouvoir, c'est par voie d'élection et M. Tshisekedi exercera le pouvoir demain issu des élections, cette fois-ci non contestées. Et cette fois-ci sans deal, comme vous aviez voulu le dire. C'est comme ça un match de retour pour vous dire que la victoire était sans discussion. On vous a corrigé, on a corrigé de manière la plus exemplaire. Merci beaucoup. Là, vous êtes... Je crois que je vous ai répondu, monsieur. Ah, mais Oscar Mbela, nous espérons que vous n'êtes pas tombé dans les dialogues. Alors, un conseil à Moïse Katumbi, à Denis Mukwege et à Martin Fayulu. En 2-3 mots, un conseil. De faire un effort d'être homme d'État et qu'au jour de proclamation du résultat, qu'ils prennent leur téléphone en gentleman, en homme d'État, pour féliciter celui qui sera proclamé par la CENI. S'ils considèrent qu'il y a lieu à contestation, de recourir à des bons juristes qui ne vont pas seulement se laisser aveugler par les coups de billets pour les encourager à aller à la Cour constitutionnelle, mais de les déconseiller quand on trouve qu'un avocat, quand il trouve que l'action ne peut pas prospérer, va dire « je vous déconseille de ne pas perdre votre argent ». Mais s'ils le peuvent, je ne crois pas à leur chance de succès parce qu'au vu des résultats, quelles que soient les irrégularités, ça n'aura aucune incidence significative sur l'ordre d'arrivée au vu de l'écart qui se creuse. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. L'émission de ce soir est terminée. Eh bien, ceux qui veulent répondre à Maître Oscar Moubiaï, il est là, il est prêt à tout celui qui voudra. Il va débattre avec lui. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Ma prière de tous les jours. Vraiment. Si ça peut être exercé, c'est notre pays qui en sortira gagnant. Parce que les débats, la démocratie ne se nourrit que de débats. La démocratie ne se nourrit que de débats. C'est par cette citation que nous vous laissons. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Meilleurs vœux chez vous.